Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Homunity Patrimoine. Je m'appelle Romain et je suis responsable de la partie immobilier neuf chez Homunity Patrimoine. Et aujourd'hui, on va parler investissement locatif, puisque, comme le savent déjà certains d'entre vous, Homunity.com a récemment développé son offre. Aujourd'hui, quand vous vous connectez sur Homunity.com, vous avez la possibilité d'investir en crowdfunding, en SCPI, mais aussi en immobilier neuf au travers de l'investissement locatif. Et aujourd'hui, on va parler des deux dispositifs qu'on propose aujourd'hui chez Homunity.com, à savoir la loi Pinel et le dispositif meublé LMNP. Vous êtes un peu plus de 100 à être connectés. On va peut-être attendre encore une petite minute. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est en train de se connecter. J'en profite pour vous préciser que vous avez sur votre droite un onglet de chat sur lequel vous pouvez communiquer ensemble. Et vous avez un onglet juste à côté questions sur lequel je vous invite à poser toutes vos questions au fil de l'eau, pour qu'on puisse y répondre avec notamment mon collaborateur Charles qui va nous rejoindre par la suite et qui va répertorier vos questions. On fera un petit jeu de questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran pour lancer la présentation. Alors, je vous demande juste une petite minute. Vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez la présentation s'afficher? Négatif. Alors, attendez. Écran complet. Hop. Ça devrait fonctionner mieux comme ça. Ouais, alors attendez, je vais juste éteindre le son. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je crois qu'il y a un petit problème avec la présentation. Je ne sais pas si vous la voyez là. Oui. Ok, parfait. Alors, je vous mets en plein écran et voilà. Alors du coup, vous êtes nombreux à nous demander quel dispositif est le plus avantageux entre le dispositif Pinel et le dispositif LMNP. Là, l'idée aujourd'hui, c'est pas forcément de mettre un dispositif en avant plus qu'un autre, mais c'est surtout de vous expliquer, vous donner tous les éléments sur ces deux dispositifs pour vous permettre d'identifier en fonction de votre situation, en fonction de vos objectifs, ce qui est le plus intéressant de choisir. Alors aujourd'hui, on va donc reprendre le principe, les conditions pour être éligible et la fiscalité sur le Pinel et sur le LMNP. Ensuite, on fera un petit bilan pour récapitulatif pour que vous puissiez visualiser ce qu'il y a de plus pertinent en fonction de la situation dont vous vous trouvez et dans laquelle vous vous trouvez. Et ensuite, je vous montrerai quelques exemples concrets, que ce soit sur le Pinel ou sur le LMNP, de programmes en cours de commercialisation. Et puis ensuite, on passera aux questions-réponses. Alors du coup, le Pinel et toutes les lois de défiscalisation qui l'ont précédé est un dispositif qui est mis en place pour booster la construction de nouveaux logements dans les zones qui en ont le plus besoin, dans les villes tendues où on observe une croissance démographique importante, un manque de logements et une tension locative. Côté investisseur, l'avantage principal est évidemment de se constituer un patrimoine immobilier sur le long terme, tout en profitant d'une réduction fiscale
puisque dans le cadre de la loi Pinel, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 2% par an par rapport au montant investi. Donc, si je prends l'exemple d'un projet à 200 000 euros, vous allez pouvoir réduire votre impôt de 2% de 200 000, soit 4 000 euros par an pendant 9 ans. Cette réduction d'impôt étant divisée par 2 les 3 dernières années si vous allez jusqu'à la 12e année. Et enfin, de percevoir des revenus complémentaires. Alors, tout dépend de ce que vous décidez de faire à la fin du dispositif Pinel. Au bout des 9 ou 12 ans, certains décident de revendre pour récupérer des liquidités, partir sur d'autres projets. D'autres préfèrent garder en location. Et dans ce cas-là, sortir du dispositif Pinel, on ne bénéficie plus de la réduction d'impôt. On repasse dans l'immobilier classique et ça permet de générer des compléments de revenus pour la suite et préparer la retraite. Alors, les 5 conditions principales pour bénéficier de cette loi Pinel sont retracées ici. Il faut que vous soyez fiscalement domicilié en France. Il faut l'éligibilité concerne uniquement les achats qui sont les investissements faits dans le neuf, ce qu'on appelle en VFA, en vente en l'état futur d'achèvement. Donc, on achète un bien sur plan qui ne sera généralement livré que dans 24 mois en moyenne. Le bien doit se situer dans l'une des zones éligibles Pinel. Donc, trois zones principales. Vous avez la zone Abyss, qui comprend Paris intramuros et la première ceinture parisienne. La zone A, le reste de l'Île-de-France et quelques grandes villes de province qui sont déjà, dont le prix au mètre carré est déjà assez élevé, typiquement Lyon, Lille, Marseille, Nice, etc. Et enfin, vous avez la zone B1, toutes les autres villes de province, un peu plus petites, du type Angers, Reims, Rennes, Toulouse, etc. Pour bénéficier du Pinel, vous devez forcément mettre le bien en location pendant un minimum de 6 ans. Vous vous engagez sur 6 ans de mise en location. Location qui pourra être prolongée à 9 ans et au maximum, on le disait, à 12 années. Quatrième condition, vous ne pouvez pas louer à n'importe qui. Votre locataire doit respecter des plafonds de ressources sans qu'on soit dans une catégorie, ce qu'on pourrait appeler du social, puisque les revenus plafonds sont assez élevés. Pour information, pour exemple, aujourd'hui en Île-de-France, un locataire ne doit pas dépasser 3 200 euros net de revenus pour une personne seule. Donc 3 200 euros net, ça comprend une bonne partie de la population. Et enfin, les loyers, le versement des loyers, les loyers sont plafonnés par cette loi Pinel en fonction des 3 zones dont je viens de parler juste avant. Donc, plafond qui diffère selon si vous êtes en zone Abyss, en zone A ou en zone B1. Et ce plafonnement est imposé jusqu'à la 12e année. Évidemment, si vous gardez le bien à l'issue de ces 12 ans, vous aurez la possibilité de rehausser le plafond, le loyer au prix marché. Petit point sur la fiscalité du Pinel. Donc, la location Pinel est obligatoirement une location nue, non meublée. Du coup, on est sur une imposition des revenus fonciers. L'imposition des revenus fonciers, c'est assez simple. Vous êtes fiscalisé à 2 niveaux en fonction de votre tranche marginale d'imposition et en plus de ça, sur les prélèvements sociaux, CSG, CRDS notamment. Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui serait d'un investisseur qui serait dans une tranche à 30, vous serez fiscalisé sur les loyers encaissés à hauteur de 30 plus 17,2, soit 47,2%. Pour autant, vous n'êtes pas fiscalisé sur l'intégralité des loyers que vous allez percevoir. Vous avez 2 possibilités. Soit vous optez pour le régime du microfoncier, ce qui vous permettra d'obtenir un abattement de 30% sur les loyers que vous allez encaisser. Vous percevez 10 000 euros de loyer, vous ne serez imposé que sur 7 000. Soit, et c'est l'option qui est généralement retenue, notamment dans le cadre du Pinel, le régime réel, où là, on va pouvoir venir déduire des loyers perçus toutes les charges liées à l'opération,
Alors notamment les intérêts d'emprunt, qui est la charge la plus importante, mais aussi la taxe foncière, les charges de copropriété, les frais de gestion locative, si vous confiez la gestion à un professionnel, les frais d'entretien, etc. Généralement, sur les différentes simulations qu'on peut faire, on arrive sur une situation plus favorable en optant pour le régime réel. Alors, si on fait exactement le même exercice pour le LMNP, alors le LMNP, il y a différentes sortes de LMNP. Aujourd'hui, nous, on va principalement parler du LMNP en résidence de service, puisque c'est le dispositif que nous proposons sur homunity.com. Donc une résidence de service, c'est un établissement qui est géré par un professionnel, ce qu'on appelle exploitant ou gestionnaire, qui va gérer votre bien et exploiter la résidence, la maintenir en état, s'occuper des travaux, etc. Oui, effectivement, j'avais pas enlevé le petit encart. Donc la grosse différence avec un investissement classique, c'est que vous n'allez pas signer un bail commercial, un bail classique, pardon, mais un bail commercial avec un professionnel. Donc vous êtes propriétaire d'un bien en direct, ça ne change pas. On ne parle pas de part, mais bien d'un investissement dans l'immobilier en direct. En revanche, votre locataire n'est pas un particulier, mais un professionnel. Et ce professionnel s'engage via ce bail commercial à vous verser un loyer, que votre bien d'ailleurs soit loué ou non. Donc c'est lui qui s'occupe des entrées, des sorties. Vous toucherez votre loyer, même en cas même s'il devait y avoir de la vacance locative. Il y a 5 types de résidences LMNP au total. Donc résidence tourisme, résidence d'affaires, résidence étudiante, résidence senior et EHPAD. Je vous ai mis les trois marchés sur lesquels on travaille chez Homunity en gras. Donc l'étudiant et le senior EHPAD. Alors pour information, la différence entre senior et EHPAD, senior, on parle de personnes qui sont tout à fait autonomes. On parle de jeunes retraités à partir de 65 ans. Qui vont dans ces résidences pour avoir différents services, notamment vous avez souvent un service de kinésithérapeute, une piscine, une cafétéria. Donc c'est vraiment un lieu de vie pour des personnes qui sont totalement indépendantes. Contrairement à l'EHPAD, qui est vraiment une résidence plutôt de fin de vie, médicalisée, où la durée de séjour est en moyenne de 2 à 3 ans. Donc c'est absolument c'est très différent. Pourquoi avoir choisi ces 3 marchés? Parce qu'aujourd'hui c'est les 3 marchés sur lesquels il y a le plus de profondeur, sur lesquels il y a le moins d'aléas, sur lesquels il y a le plus de demandes et sur lesquels le taux ce qu'on appelle le taux de remplissage est le plus élevé. Donc, tout simplement les marchés les plus porteurs et les plus sécurisés sur le long terme. Alors ici, je vous ai repris les différentes points à respecter pour pouvoir bénéficier de ce statut. Donc, il faut être un particulier. Être propriétaire d'un bien en direct, je le disais tout à l'heure, donc vous passez chez le notaire, vous signez un acte notarié, vous achetez une chambre dans une résidence étudiante, EHPAD ou autre, mais dans tous les cas, vous êtes propriétaire d'un bien qui vous appartient en intégralité. Le bien doit être un bien à usage d'habitation, loué en meublé évidemment, et la location d'appartements meublés ne doit pas constituer votre activité professionnelle principale, et les recettes locatives générées par vos investissements LMNP ne doivent pas dépasser 50% de vos revenus globaux, des revenus globaux du foyer. Si vous ne respectez pas cette condition, vous quitterez le LMNP pour basculer sur un autre dispositif, sur une autre fiscalité, sur du LMP, donc la location meublée professionnelle. Concernant la fiscalité, alors le LMNP c'est très différent puisque là on est en meublé.
on va être imposé sur les bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Et là encore, vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour le régime micro-BIC. Cette fois, vous aurez 50% d'abattement contre 30% dans le non meublé. Donc, le plus intéressant fiscalement de louer un bien en meublé. Et de la même manière, vous avez la possibilité de vous mettre au réel. Donc là, on va venir déduire les mêmes charges que sur le non meublé. Vous allez pouvoir déduire votre taxe foncière, vos intérêts d'emprunt, vos charges de copro, etc. Sauf que va se rajouter à ça la mécanique comptable et le fameux amortissement comptable propre au LMNP qui fait tout l'intérêt du dispositif et qui va vous permettre de neutraliser l'impôt. Vous allez passer par un expert comptable qui va pouvoir mettre en place l'amortissement comptable du bien sur une trentaine d'années et générer une charge fictive liée à l'usure du bien dans le temps. Donc, vous avez, en tant que particulier, droit aux mêmes avantages qu'un professionnel. Je prends l'exemple d'un dentiste qui achète un fauteuil, qui achèterait un fauteuil et qui pourrait passer cet investissement, qui pourrait amortir cet amortissement comptablement dans son bilan chaque année. Donc là, c'est exactement pareil, ce qui vous permet de créer de la charge et du coup de neutraliser l'impôt. Alors, si on devait faire un petit récapitulatif Pinel LMNP, donc le Pinel ne concerne que les résidents français qui payent des impôts en France, alors que le LMNP, aujourd'hui, on travaille beaucoup en LMNP avec une clientèle d'expatriés. Pas forcément besoin ni de travailler, ni d'habiter, ni de payer des impôts en France. Le Pinel est une solution défiscalisante dans la mesure où vous allez réduire un impôt existant. Vous allez réduire votre impôt sur les revenus d'activité. Alors que sur le LMNP, vous n'allez absolument pas toucher à votre impôt existant. En revanche, vous allez générer une nouvelle source de revenus, vous allez générer des loyers qui, eux, ne seront pas soumis ou très peu à fiscalité. Concernant le Pinel commence à devenir pertinent à partir de 3 500, 4 000 euros d'impôts annuels. Concernant le LMNP, évidemment, il n'y a pas d'avantage fiscal sur l'impôt existant, donc il n'y a pas forcément de minimum d'impôt. Un Pinel est particulièrement avantageux à crédit. Pourquoi ? Parce que le crédit va nous permettre d'utiliser le levier de la dette et de pouvoir va nous permettre de déduire les intérêts d'emprunt, comme on l'a vu précédemment, des loyers que vous allez percevoir. Donc, le fait de faire un Pinel cash aurait moins d'intérêt puisque d'un côté, vous bénéficieriez de la réduction d'impôt Pinel, mais de l'autre, vous seriez fortement fiscalisé dès le début sur les revenus imposés, puisque vous n'auriez pas d'intérêt d'emprunt à déduire. Concernant le LMNP, les deux peuvent être envisagés. Beaucoup d'investisseurs font à crédit. Pour autant, on peut aussi faire cash, puisque comme on a beaucoup moins de fiscalité sur les loyers encaissés, on n'a pas forcément besoin de venir déduire des intérêts d'emprunt. Donc beaucoup font cash. Typiquement, on a fait une opération très récemment avec une cliente en fin de carrière, pharmacienne, qui a revendu sa pharmacie, qui a récupéré une somme d'argent importante, qui a fait différents placements, que ce soit sur du financier, assurance vie, etc. Et qui a investi en cash dans une résidence EHPAD pour venir transformer cette somme d'argent en revenu complémentaire pour sa retraite et revenu du coup défiscalisé. Donc en cash, ça a vraiment tout son sens. Concernant la gestion, le Pinel, vous avez évidemment le choix de gérer votre bien en Pinel vous-même ou de passer par un professionnel. Chez Homunity.com, on a des partenaires de gestion locative dans toutes les villes dans lesquelles on travaille. Donc, on sera systématiquement en mesure de vous proposer une gestion. Encore une fois, c'est des charges qui sont déductibles des futurs loyers. Donc, aujourd'hui, le fait de prendre une gestion locative pour son Pinel ne vient pas forcément entacher les rentabilités. C'est plutôt même conseillé. Sauf si vous avez évidemment le temps pour gérer vous-même. Pour le LMNP, un petit peu différent, puisque forcément en résidence de service,
vous aurez systématiquement un gestionnaire, un exploitant en place, donc vous n'aurez pas la possibilité de gérer vous-même. Enfin, le Pinel nécessite de s'engager au moins pendant 6 ans, sur 6 ans de location. Si vous revendez avant les 6 ans, alors hors cas d'urgence, cas exceptionnel, vous êtes tenu de rembourser l'avantage fiscal dont vous avez bénéficié pendant les 6 premières années. Donc pas vraiment d'intérêt pour vous, et c'est pour ça qu'il faut quand même pouvoir se projeter sur ces 6 ans minimum. Concernant le LMNP, les baux sont d'une durée moyenne de 9 ans. En revanche, vous n'êtes absolument pas pénalisé si vous décidez de revendre votre résidence avant. Donc vous pouvez revendre à tout moment. Alors, pour parler de quelques exemples concrets en cours de commercialisation, alors comme je vous le disais dans un précédent webinaire, on va cibler 2 zones en particulier, l'Île-de-France proche Paris et les grandes moyennes villes de province. Donc ici, c'est un exemple de projet Grand Paris. Blanc-Mesnil, c'est une ville qui se situe à une dizaine de kilomètres au nord-est de Paris, qui est parfaitement intégrée au Grand Paris Express, puisque vous avez la ligne 16 du métro qui arrive d'ici 2016 au Blanc-Mesnil et qui positionnera la ville à 20 minutes de Paris d'ici 2024. Les prix sont encore assez cohérents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le 93. On a cette proximité de Paris tout en conservant des prix au mètre carré cohérents et un potentiel d'évolution intéressant pour la suite. On l'a vu sur les 4-5 dernières années, sur la première ceinture parisienne, les villes du 93 comme les Lilas, comme Pantin, comme Montreuil, comme Aubervilliers. Ce sont des villes où on allait beaucoup il y a 4-5 ans. On ne va évidemment plus aujourd'hui puisque les prix sont beaucoup trop élevés. Donc, c'est assez naturellement qu'on va sélectionner des villes juste derrière, en seconde couronne, qui bénéficient justement de cette hausse des prix de la première couronne, qui est bien intégrée au Grand Paris Express et qui a un potentiel intéressant. Donc là, sur ce projet, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à 300 mètres, je crois, à peu près du futur métro, et tout en étant extrêmement proche du centre, de l'hyper-centre-ville du Blanc-Mesnil, qui est accessible à pied, qui est à 200 ou 300 mètres, où vous avez tous les commerces et infrastructures. Donc, n'hésitez pas à nous contacter de toute façon si vous souhaitez plus d'informations sur ce projet, et on pourra évidemment vous faire des simulations personnalisées. Un exemple de projet province, toujours Pinel, Angers. Donc là, on a un cas concret sur un projet qu'on a référencé très récemment, 250 000 €. Donc, il s'agissait d'un 3 pièces. Remboursement. Donc là, c'est un crédit qui a été fait sur 25 ans. Donc, quand on prend en compte dans les moins, donc le remboursement du crédit, les charges liées à l'opération, taxes foncières, charges de copro, gestion et la fiscalité sur les loyers, versus ce qu'on va percevoir dans les plus, donc le loyer Pinel et la réduction d'impôt dont vous allez bénéficier. En faisant les plus, les moins, on arrive sur un effort d'épargne mensuel sur les 9 premières années de l'opération à 180 €. Alors, en allant sur notre site, vous verrez, vous trouverez différents types d'efforts d'épargne que vous pouvez d'ailleurs classer en fonction de l'effort d'épargne que vous souhaitez engager sur un projet. Vous avez des projets à partir de 50 € d'effort d'épargne allant jusqu'à 200-300 € selon les zones et selon les budgets. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Angers, c'est le genre de ville qu'on sélectionne. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les villes comme Bordeaux, les villes comme Nantes, les villes comme Lyon, comme Lille, le top 5, top 6 des villes de France commence à être un petit peu cher. Les rentabilités sont plus qu'elles étaient il y a quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à aller chercher des villes moyennes, un peu plus petites, mais qui connaissent une bonne croissance démographique, économique, et où on va pouvoir avoir une meilleure rentabilité et un bon potentiel.
Ici, un exemple de projet EHPAD qu'on a commercialisé la semaine dernière, mais c'est le genre de projet qu'on a régulièrement. Alors, j'en profite pour vous dire que sur le LMNP, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, contrairement au Pinel, on travaille sur le neuf, mais également sur le marché secondaire, donc sur l'ancien. Il nous arrive d'avoir des opportunités sur des résidences en cours d'exploitation, sur lesquelles on est mis au courant de vente, et certaines chambres reviennent en circulation, et il est possible d'investir sur des résidences en cours d'exploitation et de bénéficier du coup de revenus immédiats sans avoir à attendre cette phase de construction. Donc ici, on a l'exemple d'une chambre intramuros de Lyon, 171 475 €, une rentabilité de 4,10 brut. Il faut enlever de ces 4,10% la taxe foncière et les frais d'expertise comptable. Donc, ça fait partie des rentabilités faibles de ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui en EHPAD. Ça s'explique par le fait d'être dans l'hypercentre de Lyon. Donc forcément, on a des prix qui sont un petit peu plus élevés et des rentabilités qui ne sont pas aussi importantes que si on était à 20 minutes ou une demi-heure d'une grande ville. Ici, le loyer est donc de 7 000 €. C'est ce qui nous permet de calculer la rentabilité de 4,10. Gestionnaire hors PA, sur les résidences LMNP, on va toujours valider le fait de travailler avec un exploitant solide, généralement classé dans le top 10 des exploitants dans son domaine, ce qui est le cas d'Orpea pour l'EHPAD, au même titre que Colisée, Corian, Domusvie, Le Noblage. On va vraiment valider des gros opérateurs sur le marché qui sont parfois cotés en bourse, qui ont énormément de résidences en cours d'exploitation. Et ça, c'est extrêmement important puisque la qualité du gestionnaire est extrêmement importante puisque c'est votre locataire et donc c'est ce qui va vous sécuriser votre opération. Autre exemple sur une résidence étudiante, cette fois-ci à Ivry dans le 94. Donc là, l'intérêt de l'étudiant par rapport à l'EHPAD, par rapport aux seniors, c'est les prix d'acquisition, les budgets. On arrive on commence à trouver les premières opérations à partir de 80 000 €. C'est le cas ici, vous voyez, 88 211 € pour une chambre étudiante dans le 94, dans une résidence étudiante, rentabilité 4,5. Encore une fois, cette rentabilité, c'est la rentabilité brute à laquelle il faudra enlever les charges de copro, la taxe foncière et les frais d'expertise comptable pour arriver sur une rentabilité nette qui serait autour ici de 3,8, 4%. Et alors ici, il y a dû y avoir une petite erreur puisque Orpea ne fait pas d'étudiants. Donc, on a dû se tromper dans le gestionnaire. On travaille régulièrement avec Studéa, Student Factory, qui sont généralement des filiales de promoteurs qui se sont spécialisés dans la gestion des résidences étudiantes. Typiquement, Studéa, c'est lié à Nexity, et Student Factory, c'est la filiale de Vinci. Voilà, on va passer du coup à la phase de questions. J'espère que ça a été assez clair pour vous et que vous avez pu avoir réponse à un certain nombre de questions que vous vous posiez. Je vais arrêter le partage. Ouais. Charles nous a rejoint tout à l'heure. Bonjour Romain, bonjour à tous. Tu as accès aux différentes questions. Est-ce qu'il y a des questions qui sont revenues? N'hésite pas à... Oui, première question, Romain, qui revient assez régulièrement par rapport au Pinel qui s'arrête en 2024. Est-ce que je bénéficie de la réduction d'impôt après cette période? Alors, pour l'instant, la loi Pinel est prolongée dans les mêmes conditions qu'actuellement jusqu'à fin 2022, donc fin d'année prochaine. À partir de début 2023, il est prévu une détérioration des conditions pour l'investisseur, donc un pourcentage de réduction d'impôt qui va baisser en 2023
pour une fin de loi qui était jusqu'à peu prévue fin 2024. Sauf que, a priori, alors c'est pas encore validé à 100% et on ne connaît pas encore les conditions définitives, mais une autre loi type Pinel devrait prendre le relais à partir de 2025 dans des conditions qui seront pas meilleures qu'aujourd'hui. Voilà, comme je vous disais, on sait pas encore exactement quelles vont être ces conditions, mais ça risque d'être assez similaire à ce qui est pratiqué aujourd'hui. Merci. Autre question qui revient assez régulièrement, toujours concernant le Pinel. Quelles sont les villes ou les zones où investir? Les zones et villes où investir, en fait, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a deux types d'investissements. Soit vous recherchez un investissement patrimonial pour sécuriser votre patrimoine sur le long terme dans la pierre. Et dans ce cas, on va aller chercher des villes qui sont déjà cotées, qui sont déjà certes avec un prix au mètre carré assez élevé, mais très dynamique, où la croissance démographique, la pression locative est déjà validée, des villes qui sont déjà assez évoluées. Alors pour parler de l'Île-de-France, ça va être des villes du type Asnières, Clamart, Meudon, Villejuif, vraiment de la périphérie parisienne. Pour parler de la province, on va parler des villes comme Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, qui sont des villes où on n'aura pas forcément un niveau de rentabilité ultra performant. En revanche, c'est des villes où la sécurité locative est plus que validée et où on sait qu'on fera pas d'erreur et ça permet de sécuriser son patrimoine sur le long terme. Après, autre option, être plutôt sur un investissement où on va plutôt axé sur la rentabilité, sur le potentiel d'évolution, potentiel plus-value, plutôt à moyen terme. C'est le cas des personnes qui souhaitent généralement revendre à la fin du dispositif, qui ont déjà qui ont l'idée de revendre au bout de 9 ou 12 ans. Et là, on peut aller, pour reparler d'Île-de-France, le Blanc-Mesnil est typiquement un de ces cas-là, où c'est une ville qui a encore besoin de pas mal évoluer sur les années à venir. Mais où les prix au mètre carré sont encore très cohérents, assez faibles, et où le potentiel d'évolution est assez important. C'est le même principe pour reparler de la province, pour des villes comme Angers, comme Tours, comme Reims, voilà, comme des villes qui sont dans le top 20-25 des villes de France, donc pas forcément dans les plus grosses, mais voilà. Donc il n'y a pas forcément de zone principale à recommander, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Et ça, c'est évidemment des sujets dont on peut reparler sur un rendez-vous plus personnalisé. C'est tout l'idée de prendre rendez-vous avec un conseiller au Munity Patrimoine, c'est vraiment de valider par rapport à votre situation et vos objectifs une zone qui vous correspond. Merci Romain. Nouvelle question concernant notre activité, notre façon de faire les simulations. Savoir quelle est la durée d'emprunt que nous prenons dans nos simulations financières pour le Pinel. Oui, on a tout intérêt à utiliser au maximum le levier de la dette. Aujourd'hui, les banques nous permettent d'investir sur 25 ans. Pour bon nombre de profils. Donc, quand on peut avoir un accord sur 25 ans, on aurait tort de s'en priver. Les taux sont très bas et ça permet vraiment de diminuer l'effort d'épargne, d'accentuer la rentabilité. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'un investissement sur 20 ans n'est pas cohérent. On fait aussi pas mal d'investissements Pinel sur 20 ans. Mais pour des profils jeunes qui ont la possibilité de faire sur 25, c'est vrai que c'est pas mal de se projeter sur 25 ans. Ça permet d'un peu moins empiéter sur sa capacité d'emprunt et potentiellement de faire plusieurs projets en même temps. Nouvelle question, toujours sur le Pinel, on fera le LMNP dans un second temps. Une nouvelle question concernant les typologies dans lesquelles il faudrait plutôt investir. Alors la typologie, encore une fois, va dépendre de la zone dans laquelle vous investissez.
Si vous investissez dans le centre de Toulouse, de Bordeaux, dans des zones qui sont assez étudiantes, avec des étudiants à proximité, le studio évidemment peut être une bonne option. Après, nous, d'une manière générale, on va plutôt privilégier les T2 et T3 parce que ça permet d'avoir un petit peu moins de turnover au niveau des locataires qui restent plus longtemps en place, potentiellement un peu moins de dégradation dans les biens, puisque voilà, généralement sur les studios, c'est des personnes qui restent moins longtemps, c'est des typologies plutôt étudiantes, donc on observe, c'est des stats, que les T1 sont un peu moins bien entretenus dans le temps. Et à partir du T4, on se rend compte que les locataires ont tendance à acheter, à devenir propriétaires de leur résidence principale assez rapidement. Donc c'est vrai que d'une manière générale, T2, T3 sont un petit peu les typologies reines dans le locatif. Alors, on a beaucoup de questions qui sont aussi personnelles. On vous invite bien évidemment à vous rendre sur notre plateforme homunity.com et à prendre rendez-vous si vous souhaitez que l'on puisse étudier ensemble vos projets et votre situation. Une nouvelle question qui nous revient assez souvent par rapport à l'effort d'épargne mensuel qui est indiqué sur nos résidences que l'on présente sur notre site. Qu'est-ce que cela comprend ? Alors, les efforts d'épargne qu'on affiche sur le site comprennent l'intégralité des frais et charges liés à l'opération. Donc, typiquement, la taxe foncière, les charges de copropriété, la gestion locative qu'on intègre dans nos simulations et les assurances, notamment l'assurance loyer impayé et détérioration. Pour calculer l'effort d'épargne, c'est assez simple. On prend les plus et les moins. On le voyait sur un cas précis tout à l'heure. Donc, dans les plus, les loyers que vous allez encaisser et la réduction d'impôt dont vous allez bénéficier. Et dans les moins, le remboursement de la mensualité de crédit et les charges dont je viens de parler. Donc, c'est des efforts d'épargne sur lesquels vous n'aurez rien à rajouter derrière. C'est des efforts d'épargne qui intègrent toutes les charges. Parfait, merci Romain. Dernière question peut-être pour la partie Pinel. La question est par rapport à la gestion locative, qu'est-ce que l'on propose? Par rapport à la gestion locative? Tout à fait. Nous avons aujourd'hui des partenariats avec des gestionnaires locatifs dans toutes les villes dans lesquelles on travaille. Donc on est en mesure de vous mettre en relation avec un d'entre eux sur n'importe quel bien qu'on vous proposera, et ce gestionnaire s'occupera pour vous de sélectionner les locataires, de faire les états des lieux, les dépôts de garantie, les réunions de copro. L'idée étant de vous décharger à 100% de toute gestion et de vous proposer des opérations clés en main. Merci Romain. Pour tout ce qui va être résidence de service, quel est le prix moyen selon le bien que l'on peut rencontrer? Les budgets les plus faibles, on le disait tout à l'heure, sont particulièrement sur le marché de l'étudiant, où on commence à trouver des opportunités à partir de 80 000 euros, 80, 90, 100 000, il y a pas mal de choses. Sur le senior et l'EHPAD, en moyenne, on est plutôt sur du 150 000, 150, 160 000. Et ça peut monter bien au-delà. On a eu il y a quelque temps une résidence à Paris intramuros où une chambre peut monter jusqu'à plus de 400 000 euros. Donc tout dépend vraiment de la zone, mais en moyenne, on est plutôt aux alentours des 160, 160. Parfait. On a une question de Jérôme. Qui est en charge de l'entretien du bien en LMNP? Alors, en LMNP, le gestionnaire, l'exploitant de la résidence s'occupera de tout, et notamment de votre bien, des parties communes et des différents logements. Donc, c'est lui qui s'occupera de l'entretien, c'est lui qui s'occupera des différents travaux, petits comme gros travaux. C'est 100% confié à un exploitant.
Merci. Qu'est-ce qui va être important dans l'emplacement pour les résidences de service? Pour les résidences de service, il faut que le marché sur lequel on va soit en adéquation avec la zone géographique dans laquelle la résidence est située. Évidemment, si on va faire de l'étudiant, il faudra aller dans une zone où vous avez des écoles, des facs, des universités à proximité. Ça paraît logique. Ça l'est un peu moins c'est un peu moins vrai sur l'EHPAD. Aujourd'hui, il y a une disproportion entre l'offre et la demande sur ce marché, qui fait que quasiment toutes les résidences EHPAD en France ont un taux de remplissage à plus de 100%. Vous avez souvent des listes d'attente. Beaucoup de personnes sont obligées d'aller faire loger leurs parents, grands-parents en Suisse, en Belgique, dans d'autres pays, tellement l'offre est un petit peu saturée. Et c'est pour ça que c'est pas moins regardant, mais aujourd'hui, on est capable d'aller sélectionner, à partir du moment où on a un bon gestionnaire en face, une résidence qui se situe à une demi-heure, 40 minutes d'une grande ville. On n'a pas forcément besoin d'aller valider un intramuros de ville pour faire une bonne opération en EHPAD. Parce que la demande est là et ce sont des marchés qui fonctionnent très bien et qui sont très porteurs. Nouvelle question, Romain. Est-ce que dans une résidence... Alors attendez, excusez-moi, celle-ci on l'a déjà évoquée. Comment se passe la revente en LMNP? Alors en LMNP, la revente, la potentielle plus-value doit pas forcément être l'objectif numéro un. Il y a beaucoup d'avantages en LMNP, en résidence de service. On va avoir une bonne rentabilité, on va pas payer d'impôts. Ça permet de générer des compléments de revenus. Le but premier est vraiment le fait de générer des compléments de revenus, de préparer sa retraite, mais c'est plutôt un produit de conservation. Si votre objectif est de faire un coût immobilier, d'acheter, de revendre avec une grosse plus-value, c'est pas forcément la meilleure option. Généralement, les reventes qui sont faites soit au prix d'achat, soit un petit peu au-dessus. Généralement, ça augmente de manière assez linéaire en fonction de l'augmentation de votre loyer. C'est vraiment le loyer que vous allez percevoir qui va déterminer le prix de votre logement. Sur le bail commercial que vous allez signer, vous allez valider une augmentation annuelle de votre loyer selon un indice. Et en fait, un bien que vous allez pouvoir louer 6 000 euros l'année N, vous allez peut-être pouvoir le louer 6 400, 6 500 à N plus 6, N plus 7, puisque votre loyer augmente au fil du temps. Et c'est le fait que votre loyer augmente au fil du temps qui fait augmenter le prix de votre bien. Mais c'est tout à fait linéaire. Et un bien qui s'est acheté 200 000 euros à l'année N va être vendu d'une manière générale 210 215 000 euros 10 ans plus tard. Et encore. Voilà, c'est pas forcément le but premier, je dirais. Parfait, Romain. Nous avons une nouvelle question qui s'agit de notre offre actuelle qui est visible sur la plateforme, qui concerne les frais de courtage offerts. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, donc sur la période jusqu'au 15 octobre, Homunity.com vous offre donc les frais de courtage bancaire sur toute opération réalisée sur la plateforme. C'est-à-dire que nous mettons à votre disposition nos partenaires courtiers pour qu'ils rentrent en relation avec vous et vous sélectionnent les meilleures conditions sur le marché, donc le tout gratuitement. C'est généralement facturé à peu près 1 000 euros. Ces 1 000 euros sont intégrés dans les simulations, d'ailleurs, sur les efforts d'épargne en ligne, sur les efforts d'épargne sur le site. Mais là, pour le coup, pendant cette période, on retirera ces 1 000 euros puisque ce sera offert.
Très bien. Romain, il y a encore pas mal de questions, mais on arrive à la fin de notre webinaire. Je vous invite à regarder vos emails parce que vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Vous avez aussi la possibilité, si vous le désirez, de recevoir également le PowerPoint qui a été fait pour vous. Je vous invite à vous connecter du coup sur votre profil sur notre site community.com pour pouvoir nous contacter, prendre rendez-vous si vous avez un projet en cours ou si vous avez besoin de plus en plus d'informations. Romain, je te laisse peut-être conclure si tu as des choses à ajouter. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci Charles. Ben non, pas particulièrement. Je vous remercie. Je vous remercie de votre participation. On est un petit peu plus de 100 connectés encore. Passez une très bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.